Merci. Donc maintenant, nous allons laisser la parole à Florence pour 45 minutes de présentation de ses travaux de thèse. Donc, je te laisse énoncer l'intitulé. Très bien. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui pour assister à ma soutenance de thèse sur la conservation de la biodiversité des régions fortement anthropisées, mobiliser différentes sources de données pour définir et compléter les réseaux écologiques cas des amphibiens au Pays de la Loire. C'est donc une thèse que j'ai menée au sein de l'UMR BAGAP, dirigée par Jacques Baudry et encadrée par Joséphine Piton et Guillaume Pain. Tout d'abord, depuis une trentaine d'années, les publications scientifiques qui ont souligné un déclin plus ou moins important de la biodiversité se sont multipliées, avec 3 alertes scientifiques internationales majeures, accompagnées d'un certain nombre de recommandations, et récemment le rapport de l'IPBES qui fait un constat alarmant. Nous sommes actuellement dans la 6e extinction de masse des espèces, dans une crise sans précédent causée par les activités humaines, qui concerne un grand nombre de taxons, y compris les espèces communes. Les causes de ce déclin sont connues, avec en premier lieu la dégradation et la destruction des habitats, en second lieu les espèces invasives, les maladies, la surexploitation des espèces, la pollution et le changement climatique, largement amplifié par les causes que j'ai citées précédemment. L'artificialisation des sols, ainsi que certaines pratiques liées à l'intensification de l'agriculture, ont eu des impacts importants, notamment après la Seconde Guerre mondiale, et ont amplifié ce qu'on appelle la fragmentation écologique ou la fragmentation des habitats dans l'espace, ce qui a des conséquences importantes sur certains processus liés au déplacement des espèces. Pour stopper ce déclin, il est aujourd'hui nécessaire de mettre en place des mesures à la hauteur des enjeux, qui visent notamment à réduire les pressions et les impacts des activités humaines sur la biodiversité, mais également d'augmenter les efforts de restauration de ces écosystèmes anthropisés. Et de nombreuses études actuellement en publication scientifique soulignent également le fait que ces transformations, que ces mesures doivent prendre place dans une transformation plus globale. La recherche scientifique a également un rôle important à jouer dans cette crise, et notamment en développant de la recherche appliquée, mieux ciblée et partagée, ainsi qu'en renforçant les liens entre recherche, acteurs et citoyens, notamment par la co-création de projets, des sciences et recherches participatives. Alors, les aires protégées constituent un outil politique incontournable, et la nécessité de les étendre et de les renforcer a notamment été soulignée lors du dernier Grenelle de l'environnement. Mais à elles seules, les aires protégées ne sont pas suffisantes. Elles doivent être incluses dans un réseau cohérent d'espaces fonctionnels, un réseau d'aires protégées, mais plus globalement, ce qu'on appelle un réseau écologique. C'est notamment le principal objectif de la politique trame verte et bleue qui vise à maintenir et restaurer ces réseaux écologiques à différentes échelles spatiales. Alors imaginez que dans un espace donné, vous avez différentes zones qui sont particulièrement intéressantes pour la biodiversité, qui dans le cadre de la trame verte et bleue, je vous présente ici une représentation très simpliste, mais c'est vraiment pour intégrer des concepts importants de cette politique, qui sont tout d'abord les réservoirs de biodiversité, et ces réservoirs ne doivent pas être isolés les uns par rapport aux autres, ils doivent être connectés par ce qu'on appelle des liens, qui permet le déplacement des espèces à plusieurs échelles spatiales et temporelles, que l'on va appeler des corridors. L'ensemble de ces réservoirs et corridors, que l'on va appeler, en tout cas au sein de la politique trame verte et bleue, les continuités écologiques. Pour vous montrer un exemple un petit peu plus concret, voici un extrait d'un réseau identifié en Pays de la Loire concernant la trame bocagère, donc on reviendra un petit peu plus tard. Vous avez ici enfoncé les réservoirs et en plus clair les corridors. Donc en fait, cette méthode découle d'une hiérarchisation de mailles suivant différents critères d'occupation du sol. Or, cette méthodologie, elle va souligner 2 points importants. Tout d'abord, le manque d'intégration des données biologiques. Comment on pourrait, dans cette méthode, intégrer les données biologiques, puisque c'est quand même important à considérer dans ces politiques de conservation. Et enfin, comment on va décrire les paysages en mosaïque pour définir ces fameuses continuités qui posent tout un tas de questions, notamment dans le cadre de mosaïques relativement fines. Les Pays de la Loire sont donc une région qui est particulièrement anthropisée, avec 69% des surfaces agricoles, contrairement aux 54% à l'échelle nationale.
Et les productions agricoles sont dominées par l'élevage qui regroupe 68% de la production agricole et notamment l'élevage bovin en particulier. Dans le cadre du schéma régional de cohérence écologique, qui forme intégré à la trame verte et bleue, a été soulignée l'importance de 5 grands ensembles, en particulier les zones humides, les bocages, les espaces boisés, puis dans un second temps, les milieux littoraux et les espaces herbacés, plutôt les milieux herbacés prairies sèches. Le bocage est un paysage qui est emblématique de l'ouest de l'Europe, emblématique dans la région, et qui a connu une forte régression depuis les années 60 avec 40 à 80% du bocage qui a disparu. On le définit comme un paysage agraire qui est composé de mosaïques fines avec des éléments comme les haies, les prairies, les cultures, des îlots boisés et des mares qui sont imbriqués de manière plus ou moins complexe dans le paysage. Il est donc pas évident de définir des continuités dans ces paysages qui possèdent une mosaïque fine. Les amphibiens pourraient être justement un taxon particulièrement intéressant pour étudier et évaluer la qualité de ces mosaïques bocagères. Tout d'abord parce qu'ils ont un cycle dit biphasique, c'est-à-dire qu'ils vont avoir besoin dans un premier temps d'une phase aquatique pour le développement des larves, mais également pour la reproduction des adultes, et dans un second temps d'une phase terrestre, par exemple des bois qui peut être distant parfois de plusieurs centaines de mètres, voire dans certains cas kilomètres, entre leur milieu de reproduction, ce qui nécessite de nombreux mouvements, donc des mouvements locaux pendant ces différentes phases, mais également des mouvements de migration pour rejoindre un site de reproduction et un site d'estivage ou d'hivernage, et à plus grande échelle encore, à les échelles de métapopulation, des mouvements encore à plus grande échelle qu'on appelle mouvements de dispersion. Les amphibiens sont donc de ce fait particulièrement sensibles à la fragmentation écologique parce qu'ils sont quand même de petite taille, ont des capacités de locomotion assez réduites, mais doivent quand même se déplacer sur des distances plus ou moins longues et sont donc aussi sensibles à la structure et la composition du paysage, et notamment les bois, les milieux humides et les prairies, qui sont les 3 éléments qui permettent de définir le bocage. Les amphibiens ont aussi fait l'objet d'une dynamique participative importante dans la région, avec un programme de sciences participatives, Un dragon dans mon jardin, qui vise à suivre des sites depuis 2013, et un atlas des amphibiens et des reptiles qui est encore actuellement en cours et qui, ces dernières années, a mis en place une dynamique dans la région particulière. Les objectifs de ma thèse sont donc, dans un premier temps, globalement, d'identifier les réseaux écologiques qui sont associés à ces mosaïques agricoles en Pays de la Loire, avec 3 objectifs sous-jacents principaux. Tout d'abord, d'établir des cartes prédictives d'habitats favorables à l'échelle par espèce, de différentes espèces que je vais étudier, à partir de données hétérogènes existantes, donc d'une part les données Atlas, d'autre part les données issues des programmes de sciences citoyennes, de sciences participatives. Dans un second temps, d'identifier des enjeux multispécifiques et d'identifier des continuités parmi ces enjeux. Et dans un troisième temps, de comparer les enjeux identifiés avec le réseau de conservation existant, donc les aires protégées et la trame verte et bleue. Et plus globalement, un objectif transversal qui visait à essayer d'avoir une approche intégrative et participative avec le réseau naturaliste régional. Alors, ma présentation va tout d'abord s'articuler en 4 parties. Tout d'abord, je vais vous parler de la méthode qui m'a permis de cartographier la distribution des habitats favorables, à savoir l'utilisation des modèles dits SDM, les modèles de distribution d'espèces. Donc, je parlerai des grands principes de ces modèles et des 9 espèces que j'ai étudiées dans le cadre de ma thèse. Dans un premier temps, je vais insister un peu plus sur les données biologiques, les types de données que j'avais, comment j'ai mobilisé ces différents types de données, comment j'ai contrôlé les biais d'échantillonnage et surtout, comment on a réussi à mobiliser des données existantes pour renforcer l'évaluation de ces modèles qui, on le verra, détient une importance notamment pour l'applicabilité de ces modèles, des cartes qu'on obtient à la fin. Dans un second temps, j'effectue un gros travail sur les variables environnementales, c'est-à-dire comment on va décrire le paysage pour que ce soit pertinent au regard de l'écologie des amphibiens et du contexte régional. Et surtout, j'ai essayé d'inclure
dans ces variables des processus liés au déplacement. Donc dans ce cadre-là, ce sera des déplacements plus locaux ou des migrations. Ensuite, je vous présenterai les enjeux multispécifiques que j'ai définis à l'échelle de la région à travers une approche d'assemblage de modèles de distribution spécifiques. Comment j'ai défini des réservoirs de biodiversité. Donc là, vous retrouvez un peu les termes employés dans le cadre de la trame verte et bleue. Et l'idée d'avoir après de faire une analyse un peu plus fine des éventuelles continuités qu'on pourrait trouver dans la région et de comparer l'ensemble de ces résultats obtenus avec les réseaux identifiés, les enjeux identifiés dans la TVB et dans les aires protégées. Alors tout d'abord, les modèles d'habitat favorable sont des modèles qui sont très utilisés depuis plusieurs années et qui visent à établir des relations entre des données biologiques, c'est-à-dire au meilleur des cas des données de présence-absence, avec des variables, des caractéristiques environnementales. C'est-à-dire que pour chaque donnée, chaque espèce observée, que ce soit une présence ou une absence, vous avez à l'endroit donné un certain nombre de variables environnementales, comme vous avez des bois, un certain nombre de bois à proximité, une quantité de culture, etc. Et donc à partir de ces informations-là, deux algorithmes, donc moi j'ai utilisé des GAM et des random forest en particulier, permettent de faire le lien entre ces observations et les variables environnementales, afin de pouvoir faire des prédictions, c'est-à-dire en tout point de l'espace, vous êtes capable, même là où personne n'est jamais allé, en fonction des conditions environnementales, de calculer soit une probabilité que l'espèce soit présente, ou soit un indice d'habitat favorable. Dans notre cas, on parlera plutôt d'habitat favorable en fonction des données qu'on a à notre disposition. Enfin, l'évaluation est une étape importante, et donc voilà, une étape importante, et on y reviendra un petit peu plus tard. Mais on utilise les données biologiques également pour évaluer ces modèles, en partie. Alors, dans le cadre de ma thèse, j'ai étudié 9 espèces qui ont été choisies dans un premier temps en fonction des données disponibles et en fonction du nombre de données disponibles. Donc, j'ai essentiellement, vous avez 4 espèces, 5 espèces d'anours, avec 3 espèces ici, que vous avez en LC, là, qui sont les espèces les plus communes. La grenouille rousse, qui est une espèce un petit peu plus rare dans la région, 4 espèces d'urodèles, dont le triton marbré un petit peu plus rare dans la région, et les 3 autres espèces qui sont considérées comme plutôt communes, avec 2 espèces très communes comme la salamandre tachetée et le triton marbré. On a ici 3 espèces qui sont plutôt inféodées aux éléments boisés, donc soit des espèces strictement forestières comme la salamandre tachetée, et des espèces qui peuvent se retrouver en milieu forestier, dans le bocage notamment, et dans des systèmes prairiaux extensifs, comme le triton marbré et parfois la grenouille rousse. Et vous avez 5 espèces qui sont plus ou moins généralistes. Et enfin, le pélodite ponctué, qui est une espèce plutôt pionnière, inféodée, au milieu sableux. Les sites de reproduction sont variés selon les espèces. Exclusivement, les mares détiennent un rôle particulièrement important, mais certaines espèces peuvent aussi se reproduire dans d'autres types de milieux humides, comme des prairies inondées, des mares, des fossés et des petits cours d'eau. Elles ont aussi différentes capacités de mobilité, avec en moyenne, les anours sont capables de parcourir jusqu'à 3 km lors de leur migration saisonnière entre leur site de reproduction et leur site terrestre, avec 2 espèces qui sont capables d'aller plus loin, comme le crapaud commun et la rainette verte par rapport aux autres espèces, et les urodèles qui ont des capacités de déplacement un petit peu plus faibles, avec, pour vous donner une idée, 600 mètres en moyenne de migration saisonnière, avec très peu de déplacements généralement pour la salamandre tachetée. Par contre, cette espèce, par rapport aux autres, est capable de vivre beaucoup plus longtemps. Alors, dans cette première partie, je vais vous parler des données biologiques. Donc, tout d'abord, j'avais dans ma thèse des données de sources hétérogènes, nous allons revenir là-dessus. Comment j'ai pris en compte l'effort d'échantillonnage et comment, avec les sciences participatives, j'ai réussi à constituer un jeu de données robuste pour une évaluation indépendante. Alors, tout d'abord, dans ces données, vous avez une sorte d'équilibre entre qualité des données et quantité des données. Donc, les données opportunistes, c'est donc les données Atlas, qu'on appelle des données de présence seulement, qui sont de très grande quantité, mais vous verrez d'assez mauvaise qualité, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a peu d'informations sur ces données et qu'elles ont un certain nombre de biais parce que non standardisées. Ensuite, les données Dragon, qui sont des données dites de détection-non-détection, puisque des sites sont suivis avec des répétitions dans le temps. Et
on parlera d'intérêts complémentaires que j'ai effectués dans le cadre de ma thèse avec l'aide d'un grand nombre de participants. Alors tout d'abord, les données de présence OVNI. Donc très rapidement, ce sont des données qui sont dites hétérogènes. C'est un peu des données fourre-tout où on va essayer de récupérer des données de différentes structures ou des données qui ont été récoltées sur des sites internet comme Faune France ou iNaturalist, qui sont réduites en présence seulement. Donc vous avez un point avec une identification d'espèce, au mieux un point GPS, mais parfois ça peut être une ville par exemple ou un lieu-dit, et sont majoritairement non contrôlés, ce qui crée de nombreuses sources de biais. Donc par exemple ici vous imaginez une projection d'une carte où j'ai représenté tous les petits points là en rouge de mes données à classe. Alors l'un des problèmes majeurs, c'est qu'on sait, on a des données de présence, par contre on ne sait pas du tout si lorsqu'il n'y a pas de données, est-ce que quand il n'y a pas de données, notre espèce est absente? Est-ce qu'un observateur est allé sur le terrain mais il n'a pas contacté l'espèce? Ou est-ce que cette maille n'a simplement pas été prospectée? Et cela pose un vrai problème pour contrôler dans ce source de données. De plus, on a aussi ce qu'on appelle une hétérogénéité de l'effort d'échantillonnage. C'est-à-dire qu'on va avoir des données qui vont être regroupées, par exemple à la proximité des villes, non pas parce qu'il y a plus d'espèces à cet endroit-là ou plus d'individus de cette espèce, mais simplement parce qu'on a plus d'observateurs. Donc notamment, on peut avoir plus de données près des villes parce qu'il y a plus d'observateurs, ou alors dans des zones qui sont plus accessibles, à proximité des routes, non pas parce qu'il y a plus d'individus, parce que les grenouilles aiment les routes, mais parce que c'est plus facile de les observer, parce qu'un contributeur habite à cet endroit, donc il va récolter plein de données à cet endroit-là, et ça peut dépendre de différents paramètres. Donc ça, je vous présente ici les paramètres que j'ai utilisés moi, en faisant différents tests, c'est ceux qui fonctionnaient le mieux. Donc, comme je vous ai dit quand je vous ai présenté les SDM, on a besoin de données de présence, mais on a aussi besoin de données d'absence, à cause des algorithmes notamment que j'ai utilisés. Donc je vais être obligée de définir ces absences qu'on va appeler pseudo-absences. Donc on va essayer de les définir là où l'espèce a le plus de chances d'être réellement absente. Donc on va choisir ces pseudo-absences en fonction de l'effort d'échantillonnage, c'est-à-dire que là où on n'a pas de données, mais on sait qu'il y a plein d'observateurs, il y a quand même plus de chances que l'espèce soit absente. Et on a d'autres ruses pour essayer de déterminer, notamment s'il y a d'autres espèces qui ont été vues, qui ont des détections similaires, on peut se dire, alors cette espèce-là est peut-être absente aussi, ou en fonction de l'écologie de l'espèce, c'est-à-dire que si on n'a pas du tout de mare, que les milieux sont très dégradés, on peut considérer que cette espèce a des chances d'être absente. Donc voilà pour la partie de données opportunistes. Maintenant, je vais vous parler un petit peu plus des données Dragon, donc qui a fait l'objet d'une bourse de l'écologie impliquée de la SFE qui nous a permis vraiment d'approfondir le côté participatif. Donc d'abord, on a pris le jeu de données global qu'on a trié avec un certain nombre de filtres pour avoir des données qui ont, en tout cas, qui sont bien localisées, où le protocole a été respecté. Et à partir de ça, j'ai défini une stratégie d'échantillonnage pour compléter ces données. Donc vous avez ici plusieurs secteurs que j'ai, pour ma part, échantillonnés dans le cadre de ma thèse. Des secteurs qui ont été échantillonnés par Martin Bonhomme, qui est un naturaliste très impliqué dans la région. Un secteur participatif près de Notre-Dame-des-Landes, où on a été une dizaine à peu près pendant plusieurs sessions à échantillonner. Et de manière plus globale, les CPIE m'ont aussi aidé à trouver des volontaires pour essayer de compléter des mailles un petit peu partout dans la région. Et en plus de ça, aussi des volontaires impliqués dans la classe régionale, tout en veillant à ce que vous avez un exemple ici, que dans chaque endroit de la région, des gradients importants pour les amphibiens, donc à savoir le gradient bocager, donc qui est un indice de fermeture du paysage, et la densité de mare, que l'ensemble de ces gradients soient inventoriés et qu'ils soient décorrélés les uns des autres. Alors, pour revenir, je vous parlais d'évaluation tout à l'heure, juste un peu de sémantique pour bien comprendre les résultats qui vont venir. Quand on utilise des données, donc j'ai utilisé des données Atlas pour la calibration de mon modèle ici. Quand on utilise ce même type de données, c'est-à-dire également par exemple 30% des données Atlas pour évaluer le modèle, on parle de cross-validation ou d'évaluation interne. Et quand on utilise des données externes, dites indépendantes ou indépendantes, notamment
ici j'ai utilisé les données de sciences citoyennes filtrées et complétées, on parle d'évaluation externe. Donc, 2 résultats majeurs sont à retenir dans cette partie-là. Tout d'abord, on a montré que si on utilisait une évaluation interne, les modèles étaient largement surévalués, qui peut poser un problème en termes de conservation et d'interprétation des résultats. Et surtout, que suivant la méthode qu'on utilisait, les modèles, enfin les cartes finales qu'on obtenait, ce n'étaient pas les mêmes qui étaient sélectionnées. C'est-à-dire que là, par exemple, à gauche, vous avez une carte issue d'un modèle qui n'a pas été corrigé, notamment l'effort d'échantillonnage n'a pas été corrigé. Et vous avez à droite ici une carte issue d'un modèle corrigé. Donc on voit ici une petite carte là au milieu qui vous montre la différence justement pour un peu plus visuel. Donc ici, cette carte-là est sélectionnée par cross-validation, alors que la carte à droite est sélectionnée par l'évaluation externe. Ce qui est normal parce qu'en cross-validation, on a des données qui sont structurées, qui sont biaisées de la même manière. Et c'est aussi pour ça que ce modèle va être surévalué. Et enfin, un résultat aussi important, et on a réussi à obtenir à travers un filtrage des données qui étaient déjà existantes, donc des données Dragon qui sont standardisées, et à travers un rééchantillonnage stratifié à partir des cartes finales obtenues, c'est-à-dire en fonction du gradient de favorabilité obtenu, on a des résultats qui sont beaucoup plus stables lorsqu'on utilise plusieurs métriques d'évaluation et similaires aux données récoltées par les professionnels. Donc ceci a fait l'objet d'une publication dans Ecology and Evolution et une recommandation en Peer Community in Ecology. Alors maintenant, nous allons parler un peu plus de paysage et du travail réalisé sur les variables environnementales. Alors tout d'abord, ce travail dans cette partie a visé à comparer différentes méthodes de représentation du paysage et d'inclure des processus multi-échelles liés au mouvement dans les modèles de distribution d'espèces. Alors la sélection de variables est une étape clé, parce que bien évidemment, ça va jouer fortement sur le réalisme de votre modèle et sur les résultats obtenus. Cette sélection doit se faire à partir de l'écologie de l'espèce, du contexte écologique et des processus écologiques impliqués et des échelles associées. Dans la bibliographie, on souligne 2 lacunes majeures dans cette sélection de variables. Tout d'abord, généralement une sélection trop simpliste, c'est-à-dire qu'ils vont exclure notamment les interactions biotiques ou la connectivité des processus associés au mouvement, et un manque de considération des effets multi-échelles du paysage. Ce qui pose, surtout dans le cadre des amphibiens, un problème puisqu'il s'agit vraiment de processus clés pour la distribution, ce qui peut expliquer que finalement, on a assez peu de cartes de distribution sur des échelles régionales d'amphibiens. Donc on a utilisé ce qu'on appelle un grain fonctionnel, contraint ou non par la perméabilité paysagère, et on va essayer de voir si ça améliore nos cartes d'habitat favorable. Alors dans un premier temps, j'ai utilisé de manière générale des variables assez simples en fonction de l'écologie des espèces qui est connue dans la littérature et du contexte régional, et on ne peut pas utiliser un nombre infini de variables environnementales parce que ça dépend des données qu'on a en entrée, et il faut aussi que ces variables soient indépendantes les unes des autres, ce qui pose un certain nombre de problèmes. J'ai essayé des variables beaucoup plus complexes de description du paysage, mais les résultats n'ont pas été très probants, donc je suis restée ici vraiment sur une version simple de modélisation relativement classique, en tout cas pour les amphibiens. Donc j'ai utilisé un lot de variables communes, comme des variables climatiques associées à la température, à la pluviométrie, et des variables type bois feuillu, densité de marbre, densité de haies, de résineux, surface de résineux, surface de culture et densité de routes. Sachant que l'effet négatif des cultures et des routes sur les amphibiens est bien documenté dans la littérature. Enfin, on a aussi des variables d'ajustement en fonction de l'écologie des espèces pour adapter au mieux aux espèces étudiées. Donc, à une résolution finale, j'ai travaillé sur des rasters de 100 mètres sur toute la région. Alors, tout d'abord, j'ai utilisé une représentation du paysage qui se basait uniquement sur des données de distance, c'est-à-dire des rasters, par exemple, distance au bois, ici, que j'illustre. Donc, en vert, vous avez les bois. En A, c'est le pixel, le pixel focalisé, pour vous montrer un petit peu les différences des méthodes de calcul de mes rasters. Dans un second temps, j'ai utilisé des buffers circulaires classiques, donc soit une seule taille de buffer, soit plusieurs tailles de buffer. J'y reviendrai un peu après. Ou alors, j'ai utilisé un buffer dont la surface était contrainte
par la perméabilité du paysage. Ici, dans ce cas-là, nous avons vraiment pris des classes de perméabilité très simples, c'est-à-dire on a considéré que quasiment uniquement les effets barrières, où il y a une grosse littérature là-dessus, pour éviter, ce qu'il y a pas mal de problèmes avec la définition de la perméabilité sur certains types d'occupation du sol. Donc on a pris peu de risques, on est resté vraiment sur les effets barrières des autoroutes, par exemple, tout en prenant en compte les passages existants, etc. Donc ce qui nous permet de calculer une surface disponible en fonction. Voilà, là par exemple, vous avez une route imperméable, une autoroute, considérez que le boisement qui est de l'autre côté n'est pas accessible. Donc vous ne calculez pas dans la variable. On a effectué des fenêtres glissantes dans ce cadre-là pour calculer nos variables. Et ici, on a deux modèles, donc un modèle avec une seule taille de buffer et un modèle avec plusieurs tailles de buffer en fonction à la fois des effets échelle relatés dans la littérature et des processus qui étaient impliqués, c'est-à-dire pour des variables qui vont plus impacter des processus liés à la dispersion, ils seront calculés dans des tailles de buffer un peu plus grandes que des variables qui vont plutôt influencer le domaine vital des espèces. Enfin, on a donc inclus ces variables dans les modèles de distribution. Et je vous présente ici les résultats majeurs obtenus. Donc, on a fait des comparaisons, voire représentation distance versus composition du paysage, une seule échelle versus multi-échelle, et enfin, multi-échelle, mais en prenant en compte, ici ou non, la perméabilité du paysage. Alors, on a pu montrer ici que les variables de composition amélioraient les cartes obtenues, la validité des cartes pour 7 espèces sur 9, sachant que pour les deux autres, on n'a pas pu choisir entre l'un ou l'autre. Une seule échelle contre multi-échelle améliorée pour 4 espèces. C'est un petit peu moins clair, les résultats sont un peu plus ambigus. Par contre, pour l'utilisation d'un grain fonctionnel en prenant en compte la perméabilité du paysagère, on avait une amélioration pour 6 espèces. Ce qui montre que les approches fonctionnelles multi-échelles peuvent être particulièrement pertinentes pour étudier la distribution des amphibiens et améliorer les prédictions, surtout quand on a des objectifs de conservation. Donc vous avez ici un exemple pour 6 espèces des cartes obtenues. Donc vous avez à gauche la carte de favorabilité, avec plus c'est vert, plus c'est favorable, plus c'est rouge, plus c'est défavorable, et une représentation à droite de l'incertitude qui est en quelque sorte les différentes observées pendant les itérations. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais on voit par exemple ici que sur la grenouille rousse, on a à certains endroits dans la région une variabilité plus importante, ce qui va poser des questions en termes de description du paysage et surtout comment on va inclure les différences populationnelles. J'y reviendrai un petit peu plus tard en discussion générale. Alors tout d'abord, on a montré que la distance aux ressources était un petit peu trop simpliste. Donc les variables de distance n'étaient pas suffisantes pour décrire le paysage, c'était assez connu dans la littérature, mais pas forcément dans le cadre des SDM, puisque beaucoup de gens continuent à utiliser ce type de variables. Que le choix a priori des échelles n'était pas forcément suffisant. Donc on pourrait utiliser notamment des méthodes d'optimisation d'échelle. Et les approches fonctionnelles sont particulièrement pertinentes pour modéliser la distribution. Donc ici, l'utilisation de ce grain dit fonctionnel est assez originale et nous avons une publication à ce sujet acceptée dans Landscape Ecology qui devrait pas tarder à être publiée. Donc voilà, je vous ai présenté donc la partie liée vraiment aux données biologiques, la partie aux variables environnementales pour la cartographie et les SDM. Et maintenant, on va passer au stade d'après, qui est d'essayer d'identifier à partir de ces cartes obtenues individuelles des enjeux multispécifiques. Alors, juste très rapidement, pour vous situer dans le contexte, donc dans la région, on a différents outils régionaux. Donc, on a des outils de conservation à fort niveau de protection, qui sont donc les réserves naturelles nationales, les réserves naturelles régionales, les arrêtés de protection de biotopes, etc., que j'ai représenté ici sous forme ponctuelle, ce sont généralement des petites surfaces, et des aires protégées avec un niveau de protection globalement faible, comme les parcs régionaux. Vous avez également les ZNIEF, zones naturelles d'intérêt floristique et faunistique, et la trame verte de la trame verte à bleu dont on parlait précédemment, mais qui n'ont pas de protection réglementaire, qui sont vraiment des outils, soit pour les ZNIEF, vraiment un inventaire de la biodiversité, ou dans le cadre de la trame verte, plutôt un outil d'aide à la décision.
informatifs. Alors, ici, les résultats de ces fameux assemblages de modèles individuels. Donc, vous avez ici les résultats pour le cortège forestier, donc nos 3 espèces forestières, où vous avez ici un indice de favorabilité qui est rapporté à l'ensemble des espèces, sachant que nous avons testé plusieurs méthodes de compilation et nous avons fait en sorte que les échelles collent avec les types de paysages à grains fins ici. Donc, vous avez des cartes à résolution de 500 mètres. Ici, pour le cortège généraliste. Et enfin, pour l'ensemble des espèces, avec des valeurs d'évaluation qui semblent relativement correctes pour l'ensemble de ces cartes. Nous avons ensuite effectué une classification pour obtenir des classes de favorabilité, donc élevées, modérées, intermédiaires, défavorables. Et c'est ces classes que nous avons utilisées pour mener ce qu'on appelle une analyse de lacunes, pour répondre à 2 questions principales. Quelle proportion de chaque classe est couverte par des aires protégées et quelle proportion d'aires protégées est couverte par chaque classe de favorabilité. Alors, regardons ce que ça donne. Donc ici, vous avez un histogramme c'est un histogramme qui représente mes différents pixels des cartes que j'ai obtenues. Donc ici, pour toutes les espèces forestières généralistes. Et je vous ai mis également 3 espèces qui ont un enjeu de conservation fort dans la région. Et vous avez donc l'indice de favorabilité qui est réparti ici. Donc par exemple, pour la grenouille rousse, on a beaucoup dans la région d'habitats défavorables. Et on a très peu, donc vous voyez ici le plus 80%, donc la partie droite correspond aux habitats les plus favorables. Alors si on regarde pour le groupe 1, que l'on voit très peu, c'est vraiment le plus foncé. Donc toute la partie, là on le voit un petit peu ici. Le groupe 1 couvre dans l'ensemble, moins de 1% des habitats à fort enjeu potentiel identifiés. C'est-à-dire que pour les espèces généralistes, d'ailleurs on voit pour l'ensemble des classes d'aires protégées, toute cette zone-là est très peu couverte. Idem pour toutes les autres espèces. Ici présentées en rouge. 4% pour le triton marbré, et enfin 20% pour le pélodique ponctué. Où là, par contre, on voit effectivement que c'est beaucoup mieux couvert pour le groupe 1, mais également pour les autres groupes, on verra un petit peu plus tard. Groupe 2 et 3 couvrent 7 à 25% des habitats à fort enjeu potentiel, mais on a vu que ce groupe, contrairement au groupe 1, le groupe 2 détient une faible protection réglementaire. Par contre, si on regarde les SNIEF, qui sont juste des inventaires sans statut réglementaire, on voit, bon, malheureusement on ne les voit pas sur ce graphique-là, mais ils couvrent 24 à 34% des milieux à fort enjeu que nous avons identifiés. Donc finalement, il y a une proportion non négligeable d'habitats à fort enjeu qui est connue dans la région, mais qui ne sont pas protégés. On a fait le même type d'analyse pour le réseau de trames vertes. Donc là, je vous présente rapidement. Là, vous avez le pourcentage couvert de la sous-trame couverte par les zones à enjeu. Et ici, l'inverse, le pourcentage de zones favorables couvertes par des aires protégées. Et on voit que pour les 3 sous-trames principales, on a 75 à 80% de la trame qui est couverte par des zones à enjeu et 11 à 44% des zones à enjeu couvertes, fort modérées, couvertes par ces trames, sachant que la trame bocagère est celle qui couvre le plus d'un côté comme d'un autre les enjeux identifiés. Et enfin, individuellement, vous avez les résultats pour les 3 espèces. On retrouve ici le pélodique ponctué, qui s'explique assez bien, puisqu'il s'agit d'une espèce qui est pionnière, qui n'est pas du tout liée au milieu agricole comme les autres espèces. Donc on va retrouver beaucoup plus en milieu côtier ou sur des bords de Loire, et donc qui est beaucoup moins concerné par la trame bocagère. Donc maintenant, on va regarder un petit peu, alors il s'agit plus d'analyse qu'on va retrouver pour en discuter, où maintenant qu'on a défini ces classes, on peut se permettre de définir ce qu'on va appeler des nœuds, et d'essayer d'intégrer des processus liés au mouvement, mais à plus grande échelle, pour voir si on peut visuellement, en tout cas, essayer d'apercevoir des continuités éventuelles à l'échelle régionale. Alors, je vous présente ici la méthodologie très générale. Donc, vous avez les compilations de modèles favorables que j'ai obtenus précédemment. Donc, je prends les 80%, je définis avec ça les nœuds. Et ensuite, alors, comme je vous disais tout à l'heure, pour que l'on puisse comprendre s'il y a un lien entre les différents nœuds,
il faut que j'ai des informations sur la perméabilité du paysage dans la matrice en dehors des nœuds. Et pour cela, il y a beaucoup de publications, il y a un débat assez important sur comment on va définir ces valeurs. Donc moi, j'ai décidé d'opter pour une méthode un peu hybride des différentes méthodes qu'on peut trouver dans la littérature. Donc j'ai pris tous les habitats qu'on pouvait, qui étaient modérément favorables ou favorables, c'est-à-dire supérieurs à 0,65%, donc que j'ai considéré comme étant des zones perméables, en tout cas sur le long terme, pour les mouvements de population, pour établir ma carte de friction que je vais utiliser dans mes analyses de réseau plus tard. Et tous les habitats qui étaient en dessous de 65%, là j'ai utilisé une classification des pixels en fonction des critères d'occupation, des données d'occupation du sol, c'est-à-dire parce qu'il y a un milieu défavorable, un milieu est défavorable, on ne peut pas s'y déplacer. Donc j'ai utilisé un coup très fort pour les barrières notamment qui sont connues, mais j'ai quand même cartographié les différents passages, et après j'ai fait vraiment une classification en fonction des différents quantités observés. Donc voilà le type de résultat qu'on obtient. Donc là, je ne suis pas rentrée dans les détails, mais donc vous avez ici la carte de favorabilité, j'ai extrait les nœuds de ces cartes, j'ai croisé ça avec une carte de résistance, et j'ai utilisé la théorie des circuits pour essayer de faire ressortir des grands patterns généraux à l'échelle régionale, d'éventuelles continuités, sachant qu'ici, je vous montre des résultats qui n'ont pas pris en considération des distances maximales, donc c'est à prendre avec précaution. Mais c'est une carte qui permet en tout cas des discussions sur notamment cette zone-là, qui apparaît comme un peu la seule zone à faire un lien entre le nord et le sud de notre cadre. Donc là, je vous montre juste l'exemple pour les espèces forestières. Donc il y a une bonne base de discussion, notamment parce que dans cette zone-là, qui est considérée comme une zone assez dégradée, elle est très peu couverte, que ce soit par la trame ou par les aires protégées. Cependant, elle est défavorable, mais elle pourrait quand même détenir un rôle important pour les fonctionnalités régionales et devrait peut-être avoir une attention un petit peu plus appuyée, notamment pour des mesures de conservation. Donc l'inadéquation entre les réseaux d'aires protégés et les enjeux identifiés peuvent être dus à deux facteurs principaux. Tout d'abord, dans la littérature, il est constaté généralement un biais de localisation dans les aires protégées, c'est-à-dire qu'ils vont être localisés dans des zones à faible valeur économique. Ce qu'on peut observer dans la région, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup d'aires protégées qui sont dans des milieux soit fortement inondables à proximité de la Loire ou dans des zones très marécageuses. Donc il n'y a pas de conflit avec certaines pratiques comme l'urbanisation ou l'agriculture. De plus, la plupart des aires protégées ont été définies selon des espèces emblématiques, donc plutôt de la botanique, mais surtout des oiseaux, des mammifères. Et pour les amphibiens, c'est des espèces vraiment les plus rares dans la région, qui sont notamment le pélobate putripède et le sonneur à ventre jaune, qui ont des écologies assez particulières, et pas forcément en lien avec les espèces que j'ai étudiées ici. Alors ce résultat a été d'ailleurs souligné à l'échelle mondiale avec une adéquation du réseau d'aires protégées, donc démontrée dans les publications de Rodriguez et al. À l'échelle internationale, qui est notamment due à l'importance de milieux agricoles traditionnels, entre guillemets traditionnels, pour ces espèces-là, et qui pose un peu la question justement de comment on peut mieux prendre en compte les systèmes agricoles, certains types de pratiques et les dynamiques associées dans les politiques de conservation. Donc ici, une publication est en cours, en préparation, pour la Peer Community in Ecology, à ce sujet. Donc je vais passer maintenant, après ces résultats, à une discussion sur les discussions générales et vous présenter quelques perspectives par rapport au travail réalisé. Alors tout d'abord, il y a eu dans ce travail des avancées en termes de méthodologie pour prédire, pour modéliser les habitats favorables des amphibiens à l'échelle régionale. Tout d'abord, on a utilisé une approche, on a mis en place des approches qui sont à la fois multi-échelles et intégratives, donc qui couplent les modèles de distribution et les mouvements, qui sont essentiels pour montrer que cette prise en considération était essentielle pour des prédictions plus fiables. Ensuite, on a aussi montré que des jeux de données d'évaluation robustes, donc c'est des jeux de données d'évaluation, mais on peut tout à fait imaginer que
Il y a, pour des données de sciences participatives, une meilleure valorisation possible si vraiment on se concentre sur la manière dont ces données peuvent être filtrées et rééchantillonnées en fonction des questions scientifiques qui sont posées. Alors, j'estime notamment que ce travail montre que pour mobiliser des données de sources hétérogènes, donc là, moi, j'ai décidé de mobiliser un certain type de données pour la calibration et un certain type de données pour l'évaluation, mais que les approches de filtrage peuvent finalement être complémentaires à des approches qui sont actuellement, qui deviennent de plus en plus à la mode, de modélisation intégrée, donc beaucoup plus complexes, où on va intégrer on va utiliser différents modèles, donc pas que des modèles de distribution d'espèces type SDN, mais différents modèles qu'on va coupler ensemble à partir de paramètres communs. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, cela montre que cela n'empêche pas en tout cas, on ne peut pas s'abréger non plus de la connaissance du jeu de données en lui-même et des capacités que ce jeu de données peut fournir en utilisant différents filtres. Ensuite, dans ce travail, donc j'en ai un peu parlé en introduction, mais il y avait un point vraiment important, un objectif transversal, qui est essayer de mener une recherche le plus en lien possible avec différents acteurs du territoire. Donc moi, j'ai beaucoup essayé de travailler avec les naturalistes régionaux, surtout en partie de ma thèse. La partie qui était plus concentrée sur les acteurs, bon, du coup, avec le Covid, c'était un peu plus... j'ai pas pu approfondir cette partie-là encore. Mais en tout cas, les données de sciences citoyennes sont particulièrement pertinentes pour discuter des politiques. Et j'ai trouvé que les SDM étaient une démarche qui était particulièrement intéressante pour justement mettre en place des approches participatives. Et qu'il y a différents bénéfices réciproques qui sont assez bien, de plus en plus documentés dans la littérature. Donc, concernant les données, donc d'une part, les sciences participatives nous permettent de récolter un grand nombre de données sur des surfaces importantes qui ne seraient pas possibles juste avec des chercheurs. Et les chercheurs peuvent apporter un apport méthodologique important pour que, notamment les observateurs, se rendent compte de l'importance des données d'absence, etc., ou en tout cas améliorent la méthodologie pour récolter des données de meilleure qualité. Les cartes sont des supports de discussion, donc il y a une culture naturaliste autour des cartes, qui permet de mobiliser assez facilement des personnes sur ces cartes, parce qu'il y a un vrai enjeu derrière. Notamment ici, mon travail s'est inséré dans des objectifs d'atlas, donc mes cartes étaient intéressantes pour orienter un peu les prospections, pour essayer de voir à des endroits où personne n'était allé, et pour aussi être valorisées dans le cadre de l'atlas. Et il y a aussi un apport important en termes de gestion et l'évaluation de l'incertitude, qui est un vrai problème en termes de conservation quand on a des résultats scientifiques. Souvent, les incertitudes qui sont liées à ces modèles, parce qu'ici on fait des approximations, mais c'est juste un outil qui doit servir à la discussion. Et il ne faut pas que l'incertitude entraîne l'inaction. Il faut que cette incertitude soit comprise, et elle est d'autant mieux comprise si les personnes, les acteurs, ont été inclus dans la démarche. Et enfin, en termes d'applicabilité des résultats, la littérature a montré que lorsque les citoyens étaient davantage impliqués dans des recherches, en termes de biologie de la conservation, ils développaient aussi, ils augmentaient la plaidoirie et leur plaidoirie vis-à-vis des résultats obtenus, ce qui pouvait améliorer aussi l'applicabilité, notamment par, entre autres, aussi une appropriation des outils et des résultats obtenus. Alors, pour aller un peu plus loin, alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de sciences participatives pour les données biologiques. Donc ici, je vous ai parlé de l'intérêt d'inclure les données biologiques pour décrire le paysage. L'une des grosses limites que j'ai eues dans ma thèse, c'était l'accès aux données paysagères. Et ça a été vraiment un des points majeurs. C'était, on parle de bocage, d'ailleurs bocage au pluriel, parce que le bocage, suivant les zones dans la région, on va avoir des pratiques différentes, des structures de bocage différentes. Par contre, on a très peu accès à des données de gestion, des données type structure de la haie, enfin une haie basse et une haie arborée stratifiée n'a pas du tout la même valeur en termes d'écologie. Et c'est vrai que ces données, je ne les avais pas à disposition, donc je n'ai pas pu les insérer dans le modèle, ce qui crée une incertitude plus importante. Et on peut se poser la question justement de comment mieux impliquer le citoyen aussi dans la récolte des données paysagères
que ce soit les citoyens, mais ça peut être les agriculteurs. Enfin, il existe des programmes associés avec des agriculteurs, mais voilà, c'est un des points importants. Puis même dans les jeux de données de sciences participatives que j'avais, la manière de décrire le paysage n'était pas exploitable, en tout cas pour des analyses scientifiques. Et voilà, et moi dans mon travail, ce que j'aimerais, c'est maintenant, bon voilà, j'ai obtenu des cartes, j'ai des résultats, donc qu'est-ce qu'on en fait concrètement? Et j'aimerais que justement on puisse confronter ces résultats notamment avec les services de l'État, pour pouvoir engager des discussions en tout cas sur ces résultats. Et il y a un travail qui est en cours également sur, donc là j'en ai pas parlé dans cette présentation, mais sur les dynamiques paysagères, donc une étude de l'historique à partir seulement des données qui ont été récoltées par les citoyens. Voilà, vu le temps imparti, je vais m'arrêter là. Je vais finir par les remerciements. Donc j'ai beaucoup imaginé dans ce projet-là de personnes à remercier. Donc en premier lieu, les financeurs principaux qui sont Angers-Loire Métropole et l'ESA, avec une participation financière également de la SFE2, Société française d'écologie d'évolution, Humanité et de diversité, la FRD, qui nous a permis justement d'améliorer un peu ces interactions entre académiques, milieu académique et milieu non académique. Enfin, un grand nombre de collaborateurs naturalistes pour qui je remercie vraiment d'avoir mis à disposition les données, sachant que j'avais une partie des données qui était déjà à disposition au début de ma thèse avec des conventions, mais qu'il a fallu après échanger pour essayer de récupérer d'autres types de données, pour avoir des informations sur les données. Et ils ont fait l'objet d'une patience extraordinaire pour me donner les informations dont j'avais besoin. Et ils ont été aussi très impliqués dans ce projet-là en termes de motivation et pour m'aider à avoir des retours sur les résultats, etc. C'était vraiment très intéressant. Je remercie évidemment l'ensemble de l'encadrement de ma thèse et l'ensemble du jury qui est présent aujourd'hui et qui a accepté d'évaluer mon travail. Je remercie aussi les super stagiaires que j'ai eus sur le terrain qui m'ont beaucoup aidé, notamment à affronter le climat régional. On a passé de très bons moments, dont je remercie Leslie Michal, Jeanne Abou et Flore Gamet, ainsi que Mathieu Frein. Je remercie également Marie-Josée Fortin, qui m'a beaucoup accompagnée pendant ma mobilité au Canada et qui a été vraiment extraordinaire et qui est une source de connaissances et de sciences formidables et d'humanité. Ainsi que mon comité de suivi individuel, à savoir Aurélien Bénard, Jean Segondi et Virginie Stevens, pour leur retour sur mon travail, leurs encouragements et leur soutien. Et enfin, alors j'ai énormément vraiment, je remercie toutes les personnes qui sont impliquées dans ce projet, que ce soit pour l'inventaire d'une seule mare, pour l'inventaire de plein de mares, et puis pour toutes les discussions intéressantes que l'on a pu avoir. Ils m'ont appris beaucoup. Moi qui ne suis pas du tout de la région, c'était vraiment essentiel de pouvoir échanger avec vous et de partager. Je vous remercie pour tout le partage de connaissances, donc en particulier Morgane Sino et Benoît Marchadour, et les personnes citées ci-dessous qui m'ont accompagné sur le terrain. Et enfin, bien sûr, je remercie également tous les amis qui m'ont soutenu. Je ne peux pas tous les citer. J'avoue que cette diapo-là, je l'ai finie peut-être un petit peu tard aussi. Du coup, en tout cas, je pense fort à vous. Je remercie Germain de tout cœur de m'avoir accompagné dans cette aventure, et Gips. Et bien sûr, j'embrasse fort ma mère qui, je l'espère, a pu être derrière son écran pour me suivre aujourd'hui.